Le jour où j'ai vu cette deuxième ligne rose, quelque chose a changé en moi. Pas seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement. J'avais l'impression que tout ce que j'avais toujours espéré était enfin arrivé. Je me souviens d'être assise par terre dans la salle de bain, tenant ce petit bâtonnet, les mains tremblantes, les larmes coulant déjà. Je n'avais pas peur, j'étais prête. J'avais rêvé de ça, murmuré dans des oreillers, souhaité ça pour mes anniversaires, prié pour ça quand personne n'écoutait, et maintenant c'était réel. J'allais être mère. Je voulais que la révélation du sexe soit spéciale. Pas seulement une fête, mais un moment, une façon de remercier la vie, Ethan, tous ceux qui m'avaient soutenu durant les moments difficiles. J'imaginais le jardin décoré de bleu et de rose doux, des guirlandes lumineuses scintillantes, nos amis et notre famille réunis, l'anticipation dans les yeux. J'avais même écrit des petites cartes pour chaque invité, les remerciant de faire partie de notre histoire. J'imaginais Ethan debout à côté de moi, son bras autour de ma taille, nous pleurant tous les deux lorsque les confettis exploseraient de couleurs. Tout devait être joie et amour. Mais dans les semaines qui ont précédé, quelque chose sonnait faux. Ethan était distant, silencieux d'une manière qui ne ressemblait pas au stress. Il commençait à rentrer tard du travail. Son téléphone ne le quittait plus. Et quand je lui demandais si tout allait bien, il m'embrassait le front et disait « Je suis juste fatigué ». Je voulais le croire. Vraiment. Alors je me suis dit que ce n'était rien. Juste des nerfs, le travail, la vie. Parce que lorsqu'on construit un rêve, on ne veut pas voir les fissures. On continue de les recouvrir de peinture en espérant que ça tienne. J'ai commencé à me réveiller avant lui, juste pour profiter de ces quelques instants de calme seul. Je m'asseyais près de la fenêtre, les mains berçant mon ventre, murmurant « Tu es déjà tellement aimé ». C'est devenu mon petit rituel, une façon de rester ancré quand tout autour de moi commençait à sembler instable. Ethan descendait finalement, m'embrassait le front et me demandait si je voulais des pancakes. Je disais toujours oui, même quand je n'avais pas faim. Je m'accrochais à ces petits gestes familiers comme à des bouées de sauvetage, car au fond, je pense que je savais qu'il m'échappait. Il y avait des signes, bien sûr, des appels manqués qu'il n'expliquait pas, un parfum qui n'était pas le mien accroché faiblement à sa chemise. Des conversations qui se terminaient quand j'entrais dans la pièce. Mais je ne voulais pas être cette femme, celle qui accuse, celle qui fouine, celle qui transforme quelque chose de beau en quelque chose d'amer. Alors je me racontais des histoires, que je réfléchissais trop, que les hormones brouillaient mon jugement, qu'Ethan m'aimait, moi et ce bébé, trop pour nous trahir. Et dans ces moments de doute, je frottais mon ventre et pensais, c'est ce qui compte. Rien que ça. On dit que la grossesse rend plus émotive. C'est peut-être vrai. Mais pour moi, elle a rendu tout plus visible. J'ai remarqué des choses que j'ignorais auparavant. La façon dont il évitait mon regard, la façon dont son sourire n'atteignait plus ses yeux. Et pourtant, j'ai continué à organiser la fête. J'ai continué à choisir les cupcakes, à plier les serviettes, à sourire pour les photos. Parce que je ne voulais pas croire que quelque chose n'allait pas. Parce que j'étais tellement concentrée sur la joie que j'étais censée ressentir, que j'ai presque manqué le chagrin qui s'insinuait par les fissures. Je me souviens de la nuit où nous avons finalisé la liste des invités. Ethan levait à peine les yeux de son téléphone. J'étais assise sur le canapé, le livre des prénoms de bébé sur les genoux, demandant « Tu aimes toujours Ava ?» ou « Peut-être Elias si c'est un garçon ?» Il a juste marmonné quelque chose, « Oui, je crois », et a continué à défiler. Ça aurait dû me piquer plus que ça. Mais à ce moment-là, je construisais déjà un mur autour de mon cœur. Silencieusement, brique par brique, juste au cas où. Je me disais que c'était temporaire, qu'il était juste fatigué, que le stress passerait, mais il y avait une pesanteur dans l'air que je ne pouvais pas chasser. J'avais envie de crier parfois, de lui demander pourquoi il semblait si lointain, de lui demander ce qui avait changé, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis mordu la langue et j'ai souri. Parce que fait-on quand on porte l'enfant de quelqu'un et que la personne qui vous l'a donné commence à disparaître? On continue. On retient sa respiration et on organise la fête. On emballe les cadeaux, on sourit pour la caméra et on prie pour que ce qui se brise ne nous brise pas. Je n'arrêtais pas de me dire, peut-être que je n'imagine que des choses. Peut-être que ce n'est qu'une mauvaise passe.
J'y ai cru jusqu'au jour où j'ai reçu le message. Le moment où tout ce que j'essayais de ne pas voir a fait irruption par la porte d'entrée de mon cœur. Et à partir de cette seconde, plus rien, ni les ballons, ni les cupcakes, ni même la couleur des confettis, n'aurait plus la même importance. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que je venais de plier le dernier petit body du baby shower et que je m'étais assise avec un verre d'eau. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire, ma meilleure amie depuis le lycée. L'aperçu montrait une photo, suivie des mots « Je suis tellement désolée, mais tu dois voir ça ». J'ai eu l'estomac noué avant même de l'ouvrir. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran, froid. Quand j'ai finalement appuyé dessus, le monde autour de moi est devenu flou. Ce n'était pas juste une photo. C'était un coup de poing dans la poitrine. Il était là, Ethan, riant, se penchant un peu trop près d'une femme qui n'était clairement pas moi. Sa main sur sa joue, ses lèvres sur les siennes. Il y en avait d'autres. Une série de photos, différentes tenues, différents jours. Pas une erreur unique, une habitude, une vie secrète parallèle à la mienne. Je me suis figée. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge comme si mes poumons avaient oublié comment fonctionner. J'ai regardé l'écran, attendant qu'il change, attendant que ce ne soit pas ce que c'était. Mais il n'a pas changé. C'était réel. Et ça a brisé quelque chose en moi dont je n'avais même pas réalisé qu'il était encore entier. Je n'ai pas pleuré. Pas au début. Je suis juste restée assise là, complètement immobile, comme si bouger allait aggraver les choses. Le silence dans la maison était trop fort, comme s'il se moquait de moi. J'étais là, portant son enfant, construisant sa vie, planifiant notre avenir, pendant qu'il était dehors à faire comme si je n'existais pas. J'ai repassé nos récentes conversations dans ma tête, les appels manqués, les regards distants, les faux sourires, et j'ai réalisé que je n'étais pas folle. J'avais raison depuis le début. Et maintenant que j'avais des preuves, je n'allais pas l'affronter. Pas encore. J'allais faire quelque chose de mieux. Au début, tout ce que je pouvais ressentir était de la chaleur. Pas de la colère, mais quelque chose de plus profond. La trahison ne crie pas. Elle mijote. Elle se répand dans votre corps comme du poison. Lentement et intensément. J'ai regardé autour du salon et tout a soudainement semblé étrange. Le plaid qu'il m'avait offert pour Noël, l'échographie encadrée qu'il avait insisté pour accrocher près de la cheminée, même les chaussures de bébé posées sur la table basse, celles que nous avions choisies ensemble. Tout semblait contaminé, comme si ces mensonges avaient imprégné les murs. J'ai voulu crier, jeter quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas, parce que quelque chose de plus fort montait en moi. Ce quelque chose était la clarté et une sorte de calme terrifiant. J'ai réalisé à ce moment-là que cela ne se terminerait pas par une confrontation en larmes ou des excuses suppliantes. Je n'allais pas être la femme qui crie, qui pleure ou qui demande « Pourquoi ?» Non. Je méritais mieux que ça. Mon bébé méritait mieux que ça. Alors, au lieu de réagir, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon téléphone et je l'ai nommé « Assurance ». J'ai sauvegardé toutes les photos que Claire m'avait envoyées. J'ai commencé à faire défiler les anciens SMS et les dates du calendrier. J'ai vérifié les lieux, les reçus, ces publications taguées. J'ai commencé à construire la vérité, pièce par pièce. Je n'ai pas dit à Claire ce que je prévoyais. Je l'ai juste remerciée. Elle a proposé de venir, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, ce qui n'était pas un mensonge. J'avais besoin d'espace pour penser, pour respirer, pour me transformer. Parce que ce n'était pas juste une trahison. C'était un tournant. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible après ça. L'ancienne moi, celle qui trouvait des excuses, qui restait silencieuse pour préserver la paix, elle était déjà en train de disparaître. À sa place, quelqu'un de nouveau se formait. Quelqu'un qui ne se laisserait plus jamais prendre au dépourvu. Cette nuit-là, j'étais allongée dans le lit à côté de lui, l'homme qui venait de briser tout ce que nous étions censés être. Il dormait profondément, paisiblement, son bras sur moi comme si nous formions encore une sorte de front uni. J'ai regardé le plafond, le cœur battant, essayant de mémoriser le poids exact de cette trahison. Pas seulement pour moi, mais pour l'enfant que je portais. Il n'avait aucune idée que la femme allongée à côté de lui avait déjà changé.
Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais le déjouer. Le lendemain matin, j'ai souri pendant le petit déjeuner. J'ai posé des questions sur ses réunions, ses projets pour le week-end, et j'ai même proposé de l'aider à choisir une chemise pour la fête. Il m'a regardé comme si j'étais encore ignorante. Et c'est peut-être ça qui m'a fait le plus mal. Pas seulement l'infidélité, mais la facilité avec laquelle il mentait. Comme si je n'avais pas d'importance. Comme si je n'étais pas celle qui portait son héritage. Mais c'est le problème quand on sous-estime quelqu'un. Ça vous aveugle. Il pensait avoir une longueur d'avance. Il pensait avoir du temps. Et ça allait être sa plus grosse erreur. Parce que pendant qu'il jouait à la famille, je jouais au détective. J'ai gardé tous les reçus. J'ai fait des captures d'écran. J'ai sauvegardé les messages sur le cloud. J'ai même imprimé des copies, juste au cas où. Je savais que je ne pouvais pas annuler la douleur, mais je pouvais contrôler la révélation. S'il voulait vivre une double vie, très bien. Mais j'allais m'assurer que tout le monde voit les deux côtés de la médaille. Et le moment venu, quand tous ceux que nous aimions seraient là à attendre un doux petit secret enveloppé de rose ou de bleu, je serais celle qui détiendrait la vérité. Dans les jours qui ont précédé la fête, tout semblait normal. Trop normal. Ethan était soudain redevenu attentif, me demandant si j'avais besoin d'aide pour les décorations, proposant de gérer la liste des invités, suggérant même que nous fassions un petit discours ensemble. Je l'ai regardé se déplacer dans la maison comme un homme qui n'avait rien à cacher, comme un homme jouant encore le rôle du mari dévoué et futur père. Et je l'ai laissé faire. J'ai hoché la tête, j'ai souri, je l'ai embrassé sur la joue. Je l'ai laissé croire que j'étais encore dans l'ignorance. C'est ce qu'il n'a jamais vu venir. La famille et les amis étaient en effervescence. Ma mère appelait 2 fois par jour pour savoir si j'avais besoin de chaises supplémentaires. La sœur d'Ethan envoyait des liens Pinterest pour des idées de cupcakes. C'était censé être le plus beau moment de notre vie. Et je me suis assurée que personne ne se doute de rien. J'ai souri pour chaque photo. J'ai approuvé chaque RSVP. J'ai répondu à chaque « tu es excité » par un « oui » éclatant. Et pendant tout ce temps, je préparais quelque chose de bien plus important que des ballons ou des banderoles. Je préparais la vérité, enveloppée non pas de rose ou de bleu, mais de preuves. Je savais que je devais choisir le bon moment. La révélation ne devait pas ressembler à de la vengeance. Elle devait ressembler à de la justice, à de la clarté, au moment où chacun voit l'image entière et comprend enfin ce qui se passait réellement en coulisses. J'ai donc fait un diaporama. Innocent au début, des photos de nous bébés, des extraits de notre mariage, des bouts de la chambre de bébé que nous avions peinte ensemble. Mais ensuite, il a changé. En douceur, délibérément. Capture d'écran, photos, dates, légendes. Il racontait une histoire. Son histoire. Et à la fin, personne ne le regarderait plus de la même façon. La veille de la fête, je me suis tenue seule dans la chambre de bébé, lumière tamisée, les mains sur mon ventre. J'ai regardé les petits vêtements pliés soigneusement sur les étagères, le berceau qu'Ethan avait assemblé sans conviction, les autocollants avec les prénoms que nous n'avions pas encore choisis. Cela aurait dû être un espace sacré, une pièce pleine de promesses. Mais je ne ressentais que du calme, le genre de calme qui s'installe juste avant une tempête. Mon bébé a donné un petit coup de pied doucement, comme s'il sentait le poids de tout cela. J'ai murmuré, « C'est presque fini, mon petit. Nous sommes presque libres. » J'ai revérifié le diaporama sur mon ordinateur portable, mes doigts tremblant à peine. Chaque image, chaque message était à sa place. Je l'avais même synchronisé avec de la musique. Du piano doux, le genre qu'on entend dans un hommage touchant. Je ne révélais pas seulement une trahison. Je racontais une histoire que j'avais vécue en silence, respiration par respiration, pendant que l'homme en qui j'avais confiance réécrivait notre avenir sans moi. C'était ma façon de reprendre le contrôle de ce récit. Pas en criant, pas en pleurant, mais avec la vérité, brute, indéniable, incontournable. Cette nuit-là, Ethan s'est blotti contre moi, parlant de la fête comme si de rien n'était. Il a dit qu'il était excité, qu'il avait hâte de faire éclater le ballon et de savoir s'il allait avoir un fils ou une fille. Je l'ai regardé et j'ai souri,
et pour la première fois depuis des semaines, c'était sincère. Non pas parce que je croyais en lui, mais parce que je croyais en moi, en ce que j'allais faire. Il m'a embrassé le front et s'est endormi facilement. Je suis restée éveillée, à regarder l'horloge, à compter les heures, non pas jusqu'à la révélation du sexe, mais jusqu'au jugement dernier. Le matin de la fête est arrivé comme tous les autres, le soleil filtrait à travers les rideaux, l'odeur du café frais remplissait la cuisine. Ethan était tout sourire et charme, portant la chemise bleue que j'avais mise de côté pour lui il y a des semaines. Il m'a embrassée sur la joue et m'a appelé sa « magnifique maman ». J'ai juste souri et lui ai donné une liste de choses à vérifier. C'était presque comique de le regarder faire semblant, aider à installer les chaises, accueillir les invités, jouer le mari attentionné. Il n'avait aucune idée qu'il s'engageait dans le dernier acte de son propre mensonge soigneusement construit. Le jardin était magique. Guirlandes lumineuses, serpentins pastel, table garnie de cupcakes et de confettis. Tout était exactement comme je l'avais imaginé. Les amis et la famille sont arrivés par vagues, les bras chargés de cadeaux, le cœur rempli d'excitation. Les appareils photos étaient déjà de sortie, prêts à capturer ce qu'ils pensaient tous être un moment parfait. Et je le leur ai donné. J'ai ri, j'ai posé, j'ai serré tout le monde dans mes bras comme si je ne portais pas le poids de la trahison en plein cœur. J'étais calme, sereine, inébranlable, parce que je savais ce qui allait arriver, et ce n'était pas des confettis. Juste avant que le ballon ne soit prêt à éclater, j'ai tapoté le microphone. Les invités se sont tus, le visage rayonnant d'anticipation. Ethan se tenait à côté de moi, son bras négligemment autour de mon dos, et j'ai regardé cette foule de gens qui pensaient assister à une douce surprise. J'ai éclairci ma gorge, j'ai souri doucement et j'ai dit, avant de découvrir si nous attendons un garçon ou une fille, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous tous. Il y a eu une pause, juste une respiration après que j'ai parlé, où personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Quelques invités ont ri nerveusement, pensant probablement que j'allais montrer un montage de mon enfance ou annoncer des jumeaux. Ethan s'est penché, souriant comme s'il était dans le coup. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste tournée vers l'écran et j'ai appuyé sur play. La douce musique de piano a commencé et la première image est apparue. Notre photo de mariage. Les gens ont souri, certains ont applaudi doucement. Puis la diapositive suivante est apparue et l'ambiance a changé. C'était une photo d'Ethan assis dans un restaurant, sa main entrelacée avec celle d'une autre femme. Au début, la salle n'a pas réagi. La confusion s'est répandue sur quelques visages. Puis la deuxième image est arrivée, puis la troisième, puis la quatrième. Ses lèvres sur sa joue, son bras autour de sa taille. Les dates et les heures étaient estampillées sur chaque photo, claires comme le jour et bien trop récentes pour être expliquées. Il n'y avait plus de sourires, plus d'applaudissements. Juste un silence stupéfait et quelques halètements. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le diaporama parlait pour moi. Le sourire d'Ethan s'est évaporé. Il s'est avancé et a tendu la main vers l'ordinateur portable, mais j'ai levé la main. Ferme, délibéré. Pas encore, ai-je dit doucement, assez fort pour que le micro transmette. Son visage est devenu rouge. Les invités étaient figés. Je pouvais voir les yeux de ma mère grands ouverts d'horreur, la main de ma meilleure amie couvrant sa bouche, et les parents d'Ethan fixant le vide comme s'ils venaient de voir un fantôme. J'ai fait un pas en arrière et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu voulais une surprise, tu te souviens, ai-je dit. Eh bien, la voilà. Il a ouvert la bouche pour parler, pour se défendre peut-être, mais rien n'est sorti. Juste un bégaiement, un clignement des yeux, un homme se décomposant en temps réel. Je l'ai regardé prendre conscience de la situation. Non seulement il avait été pris, mais comment il avait été pris. Devant tout le monde. Son patron, ses cousins, son meilleur ami d'enfance, nos voisins. Il n'y avait nulle part où fuir. Aucun mensonge ne pouvait le sortir de là. Le silence dans le jardin était assourdissant. Comme si tout le monde retenait son souffle, attendant, observant. Je me tenais là, calme, stable, avec ma main sur mon ventre et la vérité de mon côté. J'ai longuement réfléchi à la façon de gérer ça, ai-je dit, tenant toujours le micro.
J'aurais pu crier. J'aurais pu supplier pour des réponses. Mais j'ai réalisé que je n'en avais pas besoin. J'ai déjà la seule réponse qui compte. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, maintenant figé sur une photo d'eux à ce qui était clairement notre endroit préféré en ville. J'avais besoin que vous le voyiez tous aussi, ai-je ajouté, regardant la foule maintenant, pas seulement lui, parce que ce jour était censé être une célébration de la vie et de l'amour. Et je ne laisserai pas un mensonge se faire passer pour l'un ou l'autre. Quelques personnes se sont déplacées mal à l'aise. D'autres fixaient encore, stupéfaits. J'ai croisé le regard de Claire à travers la pelouse. Elle m'a fait un petit signe de tête, sa main sur son cœur. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai regardé Ethan, dont le visage était maintenant pâle, la bouche encore légèrement ouverte comme s'il cherchait un scénario qui n'existait pas. Et puis j'ai souri. Pas un sourire méchant, pas un sourire cruel, juste le genre de sourire qu'une femme arbore quand elle voit enfin clair. Quand le poids se soulève, quand la vérité est plus forte que la honte. Quelqu'un a finalement brisé le silence. Une toux, peut-être un « Oh mon Dieu » murmuré. Mais personne n'a bougé, pas même Ethan. Il se tenait juste là, abasourdi, mis à nu par la vérité. J'ai tendu le micro au DJ et je me suis dirigé vers le ballon, celui que nous étions censés faire éclater ensemble. J'ai posé ma main dessus doucement, sentant la tension dans l'air s'enrouler autour de chaque centimètre de mon corps. Puis je l'ai regardé. C'était censé être pour le bébé, ai-je dit, d'une voix ferme. Et d'une certaine manière, ça l'est toujours, parce qu'il mérite une mère qui ne tolère pas les mensonges. J'ai plongé la main dans mon sac à main et j'ai sorti une chemise, simple, propre, nouée avec un ruban bleu. Je me suis approché d'Ethan et je la lui ai mise entre les mains. Tu n'as pas besoin de l'ouvrir maintenant, ai-je dit. Mais tu le feras. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait déjà été assez forte. Cette chemise contenait les papiers du divorce, signés, scellés, prêts. Les invités n'ont pas halté cette fois. Ils ont juste regardé, comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. Pas une scène, mais une reconquête. Pas une crise, mais une renaissance. Je me suis tournée vers la foule une dernière fois et j'ai souri. Pas avec tristesse, mais avec paix. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être surpris, ai-je dit à Ethan, assez fort pour que tout le monde entende. Puis je me suis éloignée du ballon. Je n'avais plus besoin de le faire éclater. La révélation avait déjà eu lieu, et cette fois, il ne s'agissait pas de rose ou de bleu. Il s'agissait de vérité et de liberté. Et de savoir que peu importe à quel point tout semblait désordonné de l'extérieur, j'avais finalement choisi moi. La fête ne s'est pas vraiment terminée, elle s'est plutôt dissoute. Les gens ne savaient pas s'ils devaient rester, me serrer dans leurs bras, parler, ou simplement se glisser discrètement par la porte latérale. Je ne leur en voulais pas. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit le masque de quelqu'un tomber devant tout un jardin plein de témoins. Je suis restée près de la table des rafraîchissements pendant un moment, acceptant les quelques mains courageuses qui se tendaient vers moi. Les murmures, tu ne méritais pas ça. Ou, tu as été si forte. Mais je n'essayais pas d'être forte. J'en avais juste fini. Fini de faire semblant. Fini d'espérer. Fini d'attendre que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il fallait. Ethan a essayé de me suivre à l'intérieur après le départ de tout le monde. J'ai verrouillé la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fait glisser le verrou et je suis montée à l'étage. Je pouvais l'entendre à travers la porte, appeler mon nom, supplier pour une conversation, dire que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais nous savions tous les deux que c'était faux. Je n'étais plus la même femme qui pleurait dans son oreiller la nuit en se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Cette version de moi n'habitait plus ici. Celle qui était là, elle avait un bébé à protéger, un avenir à reconstruire, une vie à récupérer. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé par la fenêtre, une main sur mon ventre, l'autre posée sur le dossier qui avait tout déclenché. Pas celui rempli de preuves. L'autre, intitulé « Prochaines étapes ». À l'intérieur, il y avait des listes de contrôle, des rendez-vous chez le médecin, des objectifs financiers, une liste de prénoms que j'aimais pour le bébé. Ce n'était pas un plan B. C'était un nouveau plan A.
Un plan où je n'aurais pas à me demander si j'étais suffisante, où je n'aurais pas à me rapetisser pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi les 2 yeux fermés. Les jours suivants, le silence était différent. Ce n'était pas le genre de silence qui vient de la tension ou de l'attente d'une explosion. C'était un silence propre, reposant. Je me réveillais au chant des oiseaux du matin, je me préparais un petit déjeuner lentement et je m'asseyais dans le calme sans regarder par-dessus mon épaule. J'ai recommencé à remarquer des choses. La façon dont le soleil traversait la fenêtre de la cuisine. Comment le bébé donnait des coups de pied quand je mettais de la musique. La petite joie des chaussettes chaudes sorties du sèche-linge. C'était comme si j'avais été sous l'eau pendant des mois. Et maintenant, je pouvais enfin respirer. Bien sûr, les appels sont arrivés. D'Ethan, de sa sœur, même de sa mère. Certains étaient empreints d'incrédulité, d'autres d'excuses. Mais je ne leur devais aucune explication. Je leur avais déjà donné la vérité, publiquement, clairement. Et quand quelqu'un vous montre qui il est, vous ne lui devez pas une autre chance de réécrire la fin. Je n'étais pas amère. Je n'étais pas en colère. J'étais lucide. Et cette lucidité m'a apporté la paix. Elle m'a donné des limites. Elle m'a donné l'espace pour enfin me demander, à quoi je veux que ma vie ressemble maintenant? Et la réponse était simple, sûre, honnête, sans complexe, la mienne. J'ai commencé une thérapie. J'ai marché davantage. J'ai écrit des lettres à mon bébé. Des lettres que je scellerai et garderai, pour qu'un jour il sache à quoi ressemble la force. Pas le genre de force qui rugit. Le genre qui refuse calmement de se contenter de moi. Je n'essayais pas de gagner quoi que ce soit. Je ne cherchais pas à le blesser. Je voulais juste la liberté. Et je l'ai obtenue. Non pas d'un homme, mais de la version de moi-même qui pensait que l'amour devait rimer avec sacrifice. J'ai signé les papiers définitifs un mardi. Poétique, d'une certaine manière, étant donné que c'est là que tout a commencé. Je suis sortie du palais de justice avec une sorte de triomphe silencieux. Pas de fanfare, pas de tour d'honneur, juste moi, mon ventre et un avenir que je me sentais enfin prête à revendiquer. C'est étrange de voir comment quelque chose qui ressemblait autrefois à la fin du monde peut se transformer en un nouveau départ. Je ne suis pas partie brisée. Je suis partie entière, parce que la vérité ne m'a pas détruite. Elle m'a libérée. J'ai commencé à redécorer la chambre de bébé, non pas parce qu'elle me rappelait lui, mais parce que je voulais que chaque coin de cette pièce ressemble à un nouveau chapitre. Des couvertures douces, des murs propres, de la lumière, de la chaleur et de la paix. J'ai même choisi un prénom. Un prénom qui signifie force. Un prénom qui ne porte aucune trace du passé. Et quand les gens me demandent si je vais bien, je ne dis plus « je vais bien ». Je dis « je vais mieux ». Parce que je vais mieux qu'avant, je suis plus forte que je ne le pensais et enfin, complètement moi-même. Ethan, il a perdu une femme. Il a perdu la famille qu'il aurait pu avoir. Mais moi, j'ai gagné moi-même. J'ai gagné en clarté, en calme, en courage. Et dans un monde qui voulait que je me rétrécisse, j'ai choisi de m'étendre. J'ai choisi de grandir. Et je continuerai à choisir cela, chaque jour. Parce que la vraie révélation n'était ni bleue ni rose. C'était ceci, je n'ai jamais été celle qui avait besoin d'être réparée. J'étais la surprise. Et je l'ai enfin compris.